On va attaquer la dernière partie de cette journée, 5e édition donc, de FinTech Révolution. Alors, je suis Charlie Perrault, je suis journaliste aux Échos et ça fait quelques années que je suis le secteur la FinTech, crypto, blockchain. Et donc, c'est moi qui vais animer la prochaine table ronde donc, sur l'épargne, donc sortir enfin du Moyen-Âge. Et donc, du coup, je vais appeler mes intervenants à monter sur scène. Albert Dantoir. Allez-y, vous pouvez tous vous lever, on y va. Margot Bellade, Joseph Chouefati, Jonathan Erskovici. Bon, merci d'être là pour discuter de ce gros sujet d'épargne, encore et toujours. Donc, comme je disais, donc Albert Dantoir, vous êtes associé, gérant de clientèle privée chez Nalo, Robo Advisor. Alors, je ne sais pas si on appelle encore ça Robo Advisor. Margot Bellade, cofondatrice de Mon Petit Placement. Je crois que le mot est assez clair. Joseph Chouefati, fondateur et CEO de Goodvest, donc plutôt spécialisé, vous nous direz, dans tout ce qui est responsable. Et Jonathan Erskovici, fondateur et CEO de Stackinsat. Donc là, on va plutôt parler crypto, mais tu as aussi fondé WeSafe, qui était un concurrent de Nalo, d'ailleurs, et que tu as revendu à Amundi il y a quelques temps, 2018, je crois. Début 2019. Ah mince, j'étais pas loin. Écoutez, on va tout de suite dans le vif du sujet, puisqu'on a un petit temps à partie. Alors forcément, je vais vous faire un tout petit couplet que sur le taux d'épargne, voilà, qui atteint des records inégalés. Les Français adorent encore et toujours le livret A. On a eu des records, en plus, ça s'est accentué avec le confinement, Covid, sans oublier tout ce qui est sur les comptes courants des Français. Qu'est-ce qui fait, j'étais un peu provocatrice pour commencer, mais pourquoi aujourd'hui les Français ne cherchent toujours pas à mieux placer leur argent? Qui va oser vouloir répondre? Albert. Eh bien, je vais simplement donner un petit retour terrain de ce qu'on peut entendre, que moi je m'occupe beaucoup des clients. Pourquoi est-ce que les gens laissent autant d'épargne sur leur livret A? Il y a deux choses principales. C'est qu'ils ont une lecture assez compliquée des offres produits qu'on peut leur donner dans des établissements financiers, on va dire, classiques. Donc, ils veulent une lecture simple et compréhensible et assez vite. Ils ne veulent pas se plonger dedans pendant 2 mois avant de prendre une décision. Ils veulent que ce soit aussi très accessible, donc très liquide. Si j'ai besoin de mon argent, comment ça se passe? Est-ce que c'est long? Ça, c'est une question qui revient assez souvent. Et la question des frais, toujours les frais. Pourquoi déjà? Parce que de toute façon, quoi que les gens fassent aujourd'hui, ils regardent toujours qu'est-ce que ça va leur coûter. Ils veulent que ce soit lisible et cohérent. C'est-à-dire qu'ils veulent juste se dire, si je paye ça, c'est pour un service en face qui est comme ci, comme ça. Donc ils veulent pas, en fait, ils veulent plus y aller à l'aveugle. Et donc ils accumulent le temps de trouver quelque chose qui va vraiment leur convenir et qui va être compréhensible pour eux. Et puis j'ajouterais quand même un dernier point un peu provocateur pour les Français, c'est que l'éducation financière en France est quand même très, 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 très light. Vous allez dans beaucoup d'autres pays, c'est pas du tout le sujet. On a des clients qui peuvent, par exemple, rentrer d'Amérique du Nord et qui veulent retrouver d'ailleurs des solutions comme ils avaient là-bas. Ils nous disent, c'est effarant, quand je parle avec mes amis, ils n'investissent pas. Alors que moi, j'ai habité 10 ans aux États-Unis, tout le monde investit, quoi. Et ça, je pense qu'il y a aussi une logique en France, l'État dit, t'inquiète pas, on va s'occuper de toi pour ta santé, pour ta retraite, pour l'école, pour tes études, pour à peu près toutes les choses principales qui peuvent t'arriver dans la vie. Alors que dans beaucoup de pays dans le monde, c'est pas du tout le cas. Un étudiant qui sort de la fac, limite, la première chose qu'il va faire, c'est pas de chercher un boulot, c'est d'aller voir un conseiller pour savoir comment est-ce qu'il doit préparer toute sa vie ensuite, financièrement parlant. Et ça, en France, quand on a des clients au téléphone, c'est vrai qu'ils ont du mal à avoir cette logique de « il faut que je prépare, j'ai 30 ans, il faut que je prépare ma retraite ». Mais attendez Albert, c'est dans 35 ans, quoi. Et vous voyez, alors que dans d'autres pays, bah oui, il faut y aller maintenant, quoi. Donc je pense qu'il y a ces 4 points-là. Toi, Jonathan, tu as quand même pas mal de recul. Oui, c'est vrai que j'ai un petit peu plus de recul sur ces sujets-là. Moi, je dirais déjà, effectivement, comme tu l'as très justement signalé, que les Français sont les champions du monde, peut-être de l'épargne, et de l'épargne, justement, court terme. Donc, qu'est-ce que l'épargne court terme? C'est tout ce qui est livret A et fonds en euros. Donc, évidemment, les Français, qu'est-ce qu'ils nous disent? En tout cas, moi, à l'époque où, effectivement, je dirigeais WeSafe, c'est on veut un maximum de rendement et 0 risque, évidemment. Ça, c'est toujours le discours très connu des clients, mais sauf que la réalité, c'est que c'est pas possible. Donc malheureusement, pour tout rendement, il faut du risque. Donc effectivement, je pense que les Français, globalement, sont averses au risque et n'ont
ne veulent pas, même si effectivement je pense que, alors j'ai plus les chiffres, mais le taux d'UC a dû augmenter là, sur les dernières années. Donc on commence effectivement à se rapprocher vers une prise de risque, une prise de conscience de l'épargne en France, même si je pense qu'on a encore beaucoup de chemin à faire et le volet éducation, comme tu disais, est fondamental. Mais ça, effectivement, on aura encore énormément de temps avant d'arriver sur du coup, un niveau de compétence assez élevé pour faire entendre aux Français d'aller sur des produits d'épargne plus risqués. Et la petite parenthèse qui me concerne plus directement, je pense aussi que aujourd'hui les fintechs, ce n'est pas forcément, enfin les fintechs de l'épargne, on n'est pas forcément dans une révolution, et plutôt dans une évolution et une digitalisation des process, et les gens, du coup, effectivement, en fonction de leur âge, ils commencent à aller plus vers des outils digitaux, ce qui est presque inéluctable et presque normal. Mais il n'y a pas ce côté rupture dont les gens ont envie pour aller, justement, pour changer leurs habitudes, ils ont besoin de plus de rupture. Et c'est là où, pour moi, les crypto-monnaies, et particulièrement le Bitcoin, intervient dans cette notion de rupture, où là, on change de paradigme, on change de système. Parce que très rapidement, Bitcoin, pour ceux qui ne savent pas, c'est un système monétaire, un système de paiement et aussi une réserve de valeur. Donc là, on voit, moi j'ai lancé ma boîte il n'y a même pas un an, et on voit un taux d'adhésion qui est juste stratosphérique. Et encore une fois, je connais les coûts d'acquisition. J'ai travaillé du coup pendant plusieurs années dans une fintech de l'épargne du coup traditionnelle, si on peut dire ça comme ça. Et je sais que c'est des coûts d'acquisition qui sont très élevés, qui sont malheureusement entretenus par les banques traditionnelles, qui fait que des petits acteurs comme nous, on a du mal à percer parce qu'effectivement, il faut qu'on soit connu. Et malheureusement, des petites boîtes sur Internet, c'est compliqué de se faire connaître. Alors que nous, lorsqu'on a un élément d'innovation, de rupture comme le Bitcoin, et en fait, les gens nécessairement se renseignent et viennent naturellement chez nous. Donc nous, on a un coût d'acc qui est beaucoup plus faible que, je pense, les banques traditionnelles et aussi les fintechs de l'épargne traditionnelle. Tu m'as devancé, Jonathan. Et peut-être qu'il faut réagir. Deux points. J'adhère complètement à ce que tu dis. J'ajouterais 2 points sur l'histoire de « je veux le plus de rendement possible avec zéro risque ». Ça, c'est genre franchouillard, même, j'ai envie de dire. C'est quand même aberrant de laisser de l'argent aujourd'hui, le livret A, l'argent qui est dessus, les gens ne l'utilisent pas avant 8 à 10 ans. Je ne sais pas si vous vous rendez compte en fait de la dévalorisation du capital. 0,5 par an avec une inflation aujourd'hui qui est à 1,9 ou 2,1, je ne sais plus exactement. C'est-à-dire que vous avez plus 3 même, ouais, d'accord. Donc vous perdez 2,5 par an sur 10 ans, vous perdez 25%. Alors ok, le chiffre 10 000 euros, il est bien là, hein. Mais sauf que en fait, ça vaut plus du tout 10 000 euros. Et le problème, c'est que je reviens sur l'éducation financière. Vous expliquez ça à plein de Français, ils vous disent oui, mais au moins le chiffre, il n'a pas baissé. Bon, là, on n'a pas beaucoup avancé. Et deuxième point, j'adhère vraiment à évolution vs révolution. C'est-à-dire qu'en effet, il faut vraiment changer complètement la lecture de l'épargne et de l'investissement des épargnants. Et là, je vais me référer aux États-Unis. On est toujours un peu 10 ou 15 ans en retard. Ce qu'on appelle le GBI, donc Goal Based Investment. Ça veut dire que les gens, là, on ne parle plus de finance. On leur dit juste pour quelle raison vous voulez investir et sur quel horizon. Et là, forcément, c'est beaucoup plus simple de dire bah oui, c'est vrai que j'ai 2 enfants, donc il y a leurs études, j'ai ma retraite, il faut que je change de voiture dans 4 ans. Et par conséquent, l'investissement se fait derrière. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile de rester dans une évolution, c'est-à-dire, très bien, il y a des services d'investissement, on le digitalise sur Internet, et c'est très bien, mais il n'y a pas de révolution. La révolution, elle sera vraiment sur le langage et sur l'approche. C'est vraiment ça. Alors, on voit bien l'idée, effectivement, plutôt de faire partir sur un objectif précis. Mais qu'est-ce qui se fait là? Vous êtes tous des fintech B2C. Mais aujourd'hui, vous ne touchez pas la France entière. Désolée, hein, mais... Et qu'est-ce qui va faire que vous allez réussir à justement à être connu? Et en plus, aujourd'hui, en fintech, très connu, il y en a très peu, à part Lydia. Et c'est parce que c'est un service gratuit de paiement de pair à pair. C'est quoi le truc qui va faire que vous allez réussir, alors le mot passer à l'échelle, arriver à devenir mass market, en fait? Peut-être Joseph ou Margot. Alors, il y a un point important dont on parlait tout à l'heure, c'est la transférabilité de l'assurance vie.
Aujourd'hui, on est un seul pays en Europe, en France, où on ne peut pas transférer son contrat d'assurance vie, sauf si on est au sein du même assureur et que le courtier de départ accepte de transférer le contrat. Donc de base, on a 1850 milliards d'euros d'encours sur des contrats d'assurance vie qui traînent sur du fonds en euros principalement, qu'on ne peut pas transférer. Donc déjà, c'est une énorme partie de l'épargne des Français. Et ça, là-dessus, les acteurs en ligne agissent et essaient de faire du lobbying. Et Nalo a déjà obtenu avec Yomoni la transférabilité au sein du même assureur, mais ça prend beaucoup de temps à bouger. Est-ce que les assureurs ont aussi des lobbies peut-être plus puissants pour le moment que les lobbies fintech? Margot, peut-être vous, c'est quoi un petit peu les ingrédients pour faire effectivement que vous arriviez, parce qu'en plus vous essayez de toucher vraiment tout le monde. Vous n'êtes pas, vous visez pas une clientèle CSP+. C'est ça. Alors 2 secrets pour peut-être essayer d'être mass market aujourd'hui. La première, ça va être de parler le langage des gens. D'essayer de simplifier. La finance, c'est opaque pour un bon nombre de personnes et de Français. On est très peu éduqués financièrement. L'idée, c'est de vulgariser le jargon technique et que ça soit, alors on peut être très fort en marketing, mais il ne faut pas un parcours client qui soit schizophrène entre le marketing et le suivi client. Donc ça, c'est super important. Et deuxième point, je dirais qu'un des secrets, c'est une solution clé en main. Aujourd'hui, si on veut investir, en tout cas l'assurance vie, soit on va voir son banquier, et là, il y a très peu de chances qu'on ait un investissement à la hauteur de nos attentes ou en tout cas qui répondent à nos objectifs, ou bien on fait ça tout seul et on se retrouve sur des sites de trading. Ça peut être pas mal impressionnant de faire ça toute seule. Les gens aujourd'hui, ils ont peu de connaissances, ils veulent aller très vite et une solution clé en main, ça passe par une inscription qui peut être super facile, le fait de pouvoir parler, d'être conseillé via son téléphone et surtout une offre financière. Nous, on essaye, en tout cas chez Mon Petit Placement, qu'elle soit plutôt épurée, mais tout en étant diversifiée. Donc je dirais 1, petit secret, parler le langage des gens, et en 2, une solution clé en main pour les clients. Et Jonathan, peut-être encore, avec ton expérience. Oui. Tu vois, c'est quoi? Il faut faire de la pub à mort voilà, parce que ça coûte une fortune. Le truc, c'est qu'à un moment donné, dans le business, il n'y a pas 1000 solutions. C'est-à-dire que le problème qu'on a en tant que fintech de l'épargne, c'est un déficit de notoriété. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est assez évident, les gens ne nous connaissent pas. Donc effectivement, lorsqu'on est une fintech, malheureusement, on n'a pas beaucoup d'argent. Quand on a en face des grands groupes bancaires ou des grandes banques en ligne qui bastonnent à coups de pub marketing pour faire connaître leur offre, ce qui est parfaitement normal parce que c'est du business. Mais effectivement, en face, lorsqu'on a des fintechs qui souvent proposent des produits beaucoup plus sains, beaucoup plus performants, mais malheureusement, ce déficit de notoriété, il est évident. Donc il faut qu'on trouve des solutions justement pour pallier à ce déficit de notoriété. Et globalement, je pense, moi, le meilleur axe, évidemment, donc je ne vais pas revenir sur mon argumentaire de tout à l'heure, mais d'avoir des produits plutôt révolutionnaire, c'est-à-dire qui change le paradigme. Là, en fait, naturellement, les gens vont venir à vous. Donc là, en fait, il n'y a même pas besoin de faire de la pub parce qu'en fait, les gens souhaitent se renseigner, tombent sur vous et ils prennent votre produit. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est, je dirais, la force des ambassadeurs. C'est-à-dire que théoriquement, si vous faites un bon produit, les gens sont contents. Ça paraît assez logique. Et s'ils sont contents, si vous les récompensez en plus de parler de votre produit autour de vous, et en fait c'est du win-win. Le client il est content parce qu'il a une réduction ou il a un bonus ou il a des euros, enfin bref, je ne sais pas ce qu'il a un cadeau, il est content. Et nous on est content parce que ça nous fait un client en plus. Donc voilà, donc je dirais d'un côté d'avoir quelque chose de plus révolutionnaire, Bitcoin, et quelque chose d'un produit qui fait que les gens en fait vont vous apprécier, vous aimer et parler naturellement de votre produit à leur entourage. J'ajouterais juste sur les différents points que vous avez pris, j'en repréciserai 2. Je reviens sur ce que Joseph disait sur la transférabilité, parce qu'aujourd'hui, on nous parle beaucoup de French Tech, licorne et tout ce qu'on veut, mais si vous avez une réglementation en face qui vous freine à la base, en fait, c'est-à-dire que ça vous ceinture, il n'y aura pas de licorne de l'épargne en France, en fait, parce que vu que l'enveloppe privilégiée est l'assurance vie, c'est pas le PEA et c'est pas le compte titre, l'enveloppe privilégiée. Et deuxième point, sur cette révolution, Margot et Jonathan, vous en parlez sur les éléments de langage. Il faut vraiment, en effet, parler au client dans son langage et avec son besoin.
le besoin de l'épargnant classique, c'est pas de comprendre les fluctuations de l'action X. Ça, il s'en fout un peu. C'est vraiment de comprendre mon argent, si je l'investis chez vous, je comprends que je pourrais faire quelque chose avec à terme et que ma performance, elle sera cohérente et que les frais ils seront cohérents et je peux facilement le prendre, facilement remettre, etc. Il faut vraiment simplifier tout ça et je reviens sur la réglementation. Il faut que la réglementation aide à ça parce que sinon, on n'y arrivera pas. Et est-ce que, d'ailleurs, Joseph, tu pourras un petit peu aller un peu la promo de Goodvest, mais est-ce que justement de prendre cet angle un peu social responsable, est-ce que tu trouves que c'est justement la façon qui va te permettre d'émerger là-dedans? Oui, je rejoins ce que disait Jonathan tout à l'heure sur l'innovation. Nous, on a un point de différenciation important, c'est qu'on est la seule épargne qui est compatible avec l'accord de Paris, qui va exclure les énergies fossiles. Et c'est quelque chose qui parle quand même pas mal aux gens, pas uniquement aux jeunes. On a des clients qui vont jusqu'à 70 ans. Donc l'environnement, ça intéresse toutes les générations, y compris les grands-parents qui veulent ouvrir une assurance vie à leurs enfants. Et donc le fait d'être différencié, ça aide aussi pour le bouche à oreille. On voit qu'il y a un gros mouvement dans la finance verte. Il y a des néobanques vertes qui sont lancées. On a un mouvement qui s'appelle Time for the Planet aussi, qui fait beaucoup parler de lui et qui a grossi quasiment uniquement grâce au bouche à oreille. Et c'est ce qu'on constate depuis le début. Nous, on a lancé notre offre il y a un peu plus d'1 mois et on n'a pas encore fait d'acquisition payante. On est déjà un des meilleurs démarrages de Generali, uniquement sur l'organique, par le bouche à oreille en fait. Donc les clients deviennent naturellement les ambassadeurs, alors qu'on n'a pas encore lancé notre programme ambassadeur. Et est-ce que... Oui, vas-y. J'ajouterais 2 points, c'est que tu disais tout à l'heure, toute la France n'est pas encore forcément vos clients. Je me permets de corriger parce que chez Nalo, les clients ont de 1000 à plusieurs millions d'euros et de 18 à 94 ans. Et si on mappe la France où habitent nos clients, c'est très large et ils habitent même aussi à l'étranger. Donc tu vois, c'est quel que soit l'âge, on a des gens à 70 ans qui nous ont connus parce qu'ils ont tapoté sur Internet. Tu vois. Et ensuite, sur l'innovation, c'est vrai que c'est 2 éléments que je n'ai pas donnés. La gestion par projet, le GBI que j'expliquais, Nalo, c'est exactement ce qu'on fait. On est les seuls aujourd'hui. Et sur l'ISR, Joseph, il a tout à fait raison, parce qu'on a commencé ça, nous, des allocations en ETF que ISR depuis à peu près 2 ans. Et en effet, c'est 50% de notre portefeuille qui est investi de cette façon-là. Donc c'est une révolution en lien avec l'actualité. Après, juste pour compléter ce que tu disais, je pense que Charlie, quand elle disait toute la France n'est pas client, je pense qu'elle parlait plutôt de la part de l'épargne digitale. Oui, pardon. Voilà, et pas de ce truc-là. Mais effectivement. Et voilà, donc en gros, peut-être pour conclure là-dessus, vraiment, donc toujours aussi dans une logique de diversification de patrimoine. Je pense que c'est important et malheureusement, et c'est ce qu'on essaie de faire avec Stackinsat, c'est de promouvoir Bitcoin, de le simplifier, de le rendre accessible. On organise une conférence à Biarritz fin août. L'année prochaine, vous êtes évidemment tous les bienvenus pour démocratiser Bitcoin et bien comprendre à quel point c'est utile, rien que dans une logique de diversification, théorie de Markovitch, je ne sais pas si vous connaissez l'optimisation de portefeuille, d'avoir une petite partie de Bitcoin, ça peut changer votre vie. Voilà. Ah oui, on avait oublié de dire qu'il y avait un maximaliste Bitcoin dans la salle. Mince, j'aurais dû le dire en intro. Et est-ce que aussi, là, Joseph parlait beaucoup de la finance durable. Est-ce que aussi, tu as des choses vraiment pour financer, on va dire, l'économie réelle ou pas? Parce que c'est quelque chose qui revient de plus en plus dans les débats aujourd'hui. On sait que le gouvernement pousse. Est-ce que ça aussi, c'est quelque chose? Ou peut-être même Margot a quelque chose à dire. Ouais. Alors nous, on a compris l'enjeu ISR. Par contre, on ne s'est pas juste focalisé sur ça. On a mis plusieurs thématiques dans notre offre. Donc on a l'égalité homme-femme, bien évidemment, mais le climat, la solidarité, etc. Et en fait, ça permet à tout le monde de choisir un peu, d'investir selon ses valeurs et pas forcément d'être sur cet angle purement environnemental. Du coup, pour compléter, donc nous, tous nos portefeuilles sont compatibles avec l'accord de Paris, comme je le disais, mais on a également d'autres thématiques. On a une thématique emploi et solidarité avec un fonds qui est labellisé Finansol et France Relance, qui va financer uniquement une partie pour qu'il reste liquide, ce qui est important sur l'épargne, des PME et des associations labellisées ESUS en France et qui fait de la création d'emplois. Donc on a aussi du financement de l'économie réelle.
Ok. Et bon, on va quand même faire un petit instant crypto, hein, évidemment. Et je ne vais pas interroger Jonathan, du coup. Justement, Albert, voilà, vous, toi, Ouais, qu'est-ce que tu en penses, pour ou contre, en gros? Alors, en fait, le pour ou contre, c'est un peu tranché, mais on a des clients qui nous en parlent. Mais ce qui est assez marrant, pour revenir sur le bon français, avec son épargne, quand ça monte, les gens qu'on a au téléphone nous disent ah, je vais peut-être faire un petit peu de crypto, et puis quand ça baisse, bizarrement, plus personne nous en parle. Voilà. Donc c'est vraiment flagrant, tu vois. C'est vraiment Ce constat-là, truc. désolé, je suis obligé Et- de prendre la parole, mais c'est exactement le constat qu'on a fait. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a créé le plan épargne Bitcoin, Ouais. parce qu'en fait, les gens ne savent pas quand investir. Il faut investir tout le temps. C'est le Et bon moment, c'est tout le temps. ils sont drivés par ça monte, ça baisse. Et donc je leur dis systématiquement, écoutez, c'est un peu comme le private equity, mais mettez-en une partie aujourd'hui que vous pourriez perdre. Parce que c'est pas, enfin, il faut faire attention, c'est pas des marchés cotés, c'est pas le niveau de risque est quand même beaucoup plus élevé qu'un ETF ou un OPCVM ou etc. Donc il faut pas non plus mettre 50% de son épargne dedans. Après, chacun fait ce qu'il veut, hein. Mais c'est pas du moins les préconisations classiques qu'on peut être amené à de donner. Donc pour ou contre, je dirais que je suis pour par rapport à l'aspect révolutionnaire que tu aimes bien. Je suis pour sur la diversification. Tu parlais de Markowitz, la base, hein, tout diversifier, ne pas être que sur du livret A. Et puis le côté aussi. Alors, la seule chose avec les cryptos, moi-même, j'ai essayé d'adopter ça. J'ai pas encore pris mon petit compte parce que je trouve que sur les espaces, peut-être que Stakinsat, je suis pas encore allé voir. Les espaces sont très trading, quoi. Tu vois, c'est pas hyper simple de lecture. Encore une fois, je reviens sur la simplicité, la cohérence, la lisibilité. Pour un épargnant moyen, tu vas sur un site qui fait de la crypto, tu comprends rien. Enfin, Mais clairement, Albert, c'était infigeable. exactement pour ça qu'on a lancé, parce qu'effectivement, il y avait un espace, une disponibilité. Ben oui, justement, c'est vrai que globalement, les offres crypto aujourd'hui, c'est des offres de trading. Et nous, justement, on a créé un produit qui est plutôt orienté sur de l'épargne et la simplicité. Bah là, Donc, je ne peux que être d'accord avec toi. Tu as fait ta révolution. Margot, c'est quelque chose, les cryptos, ou c'est no way? Bon. Je vais essayer de faire une réponse un peu moins cis que toi, Albert, et je vais dire pour, même si c'est pas forcément le format d'investissement qu'on prône chez Mon Petit Placement. Pourquoi ? Parce que la médiatisation a fait que ça a attiré pas mal de jeunes investisseurs qui cherchent à diversifier justement ce fameux livret A. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et je pense que ça met la lumière sur la volatilité des marchés, le fait qu'une actualité peut avoir un impact sur le cours des crypto-monnaies. Sur se connaître aussi en tant qu'investisseur, ses émotions, à partir de quel moment je décroche et je dors plus sur mes deux oreilles. Donc je pense que pour cette facette-là, mais aussi pour toute la lumière médiatique qui est faite autour des crypto-monnaies, peut bénéficier aujourd'hui des solutions comme les nôtres. Comme tu le disais, on a besoin de pas mal de budget pour se faire connaître, pour que les gens prennent confiance aussi sur des solutions comme nous. Et donc, je suis sûre que ça nous bénéficie au moyen terme, donc pour les bitcoins. Oui, effectivement, les jeunes rentrent beaucoup maintenant par les cryptos. C'est vrai qu'ils commencent à investir comme ça. Je dis ça parce que voilà, c'est un peu notre génération. On voit autour de nous, il y en a plein qui découvrent ces aspects-là via les cryptos. Bon, Joseph, j'imagine que tu dois peut-être pas être pour. Tu vas me sortir le discours le bitcoin, c'est pas écolo. Alors non. Je dirais ni pour ni contre. Pour des bitcoins qui sont produits avec des mines qui utilisent des énergies renouvelables. Voilà. Parce que c'est pas le bitcoin qui est polluant en soi, c'est le minage du bitcoin s'il est fait à partir d'énergie carbonée. Si on prône la transition écologique, transition énergétique, on n'a pas à être contre le bitcoin. Et effectivement, c'est un sujet de diversification intéressant. Ça aurait permis d'éviter quelques crises économiques si on avait le bitcoin il y a quelques années. C'est quelque chose qui est aujourd'hui très utilisé dans des pays comme le Venezuela, le Liban, etc., qui ont des monnaies qui connaissent une très très forte inflation. Et donc, pour un bitcoin produit avec des énergies renouvelables. Bon, allez, Jonathan. Non, mais je pense que j'ai déjà un petit peu raconté ma vie. Mais très, très rapidement, effectivement, et je pense que ça, c'est l'élément en essayant de prendre un peu de hauteur, c'est l'aspect de diversification. Et là, je vous renvoie à l'université de Yale aux États-Unis qui a fait une étude justement sur ce point-là, qui dit qu'il faudrait, dans une allocation optimale de son portefeuille, détenir environ 6%. Voilà. Donc après, évidemment, dans une logique de goal-based investing, évidemment, dans laquelle j'abonde, il faudrait évidemment d'abord gérer tout ce qui est capacité de risque et appétence au risque. En fonction de ces deux éléments,
d'allouer entre 1 et 10% de son patrimoine dans le Bitcoin, et j'insiste, Bitcoin et non pas crypto, pour une seule raison principale, c'est que Bitcoin, c'est le futur étalon monétaire mondial. Au même titre que l'or l'a été avant la fin des accords de Bretton Woods, le potentiel du Bitcoin, c'est celui-là. C'est vraiment ça, ça a été pensé comme un système monétaire et un système de paiement, et c'est aussi une réserve de valeur, et c'est d'ailleurs cette caractéristique principale qui fait qu'il faut en avoir. Aujourd'hui, je pense qu'il vaut mieux, enfin, il est plus risqué de ne pas en avoir en portefeuille que d'en avoir. Donc ça, pour moi, c'est évidemment Mais une moi, conviction profonde. je serais friand et j'ai un peu cherché de pouvoir avoir des ETF sur de la crypto. Parce que, encore une fois, sinon, tu retombes dans il faut que je fasse des choix. Alors, qu'est-ce que je vais acheter Ether, Bitcoin et tous les autres noms dont on ne se souvient jamais. Comment Il y a un ETF Bitcoin qui a été lancé au Canada. Et il est commercialisé en France Pas Non, en France. encore, Alors, il y a un fonds qui est commercialisé en France sur le Bitcoin, c'est un fonds de Tobam, Très, très bon fond. mais il n'est pas diversifié en crypto, c'est uniquement Bitcoin. Et effectivement, il n'y en a même pas encore aux États-Unis. Il devrait y en avoir. Enfin, en tout cas, ils vont donner, la SEC va donner sa réponse à la fin du mois, à la fin de l'année, pardon, après multiples reports. En tout cas, tu as raison sur les ETF. Évidemment, en termes de lisibilité, de simplicité, d'accessibilité, évidemment que les ETF seraient un game changer. Clairement, avec un peu de crypto. Et est-ce qu'il y a quand même un modèle, une boîte que vous voyez, puisqu'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de géant. Un géant, je parle fintech dans l'épargne, puisque dans le paiement, on connaît tous maintenant le PayPal, Stripe, Adyen. Est-ce que vous en voyez un et est-ce que ce serait un bon modèle qui pourrait être répliqué ici ? Je reviens sur ta question sur les aspects réglementaires. Tu vas en Angleterre, tu vas aux États-Unis, tu vas au Canada, tu vas en Suisse aussi, même dans certains pays d'Asie du Sud. Les fintech d'épargne ont grossi quand même assez vite. Betterment aux États-Unis, aujourd'hui, je ne sais plus, il doit être à 40 milliards ou quelque chose comme ça, en 12 ans. Il y a des fintech aujourd'hui en France qui existent depuis 6 ans. Ça veut dire qu'il faudrait qu'ils soient à 40 milliards dans le double d'années. Ils en sont très, 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 très loin. Mais encore une fois, je me repose encore une fois sur la réglementation. Quand la majorité de l'épargne est dans une enveloppe qui n'est pas transférable, qu'on sait que la fiscalité est une espèce de lubie du français, c'est-à-dire qu'il ne se dit pas il vaut mieux que je paye de la fiscalité, que je ferme un compte, que je paye de la fiscalité pour aller vers quelque chose de mieux. Il est complètement focalisé sur je vais payer 100 € de fiscalité, donc non, je ne vais pas changer. Il faut que la réglementation change. C'est un impératif en fait. Il n'y a pas d'autre solution. Et est-ce qu'il y a une question aussi de financement ou pas, puisque est-ce que voilà, aux États-Unis ils sont mieux financés? Est-ce que d'ailleurs vous-même dans vos boîtes respectives vous galérez ou pas à être financé par des VC du fait que vous soyez dans du B2C, parce qu'on sait qu'aujourd'hui les fintech B2B n'ont pas vraiment de mal à lever. Est-ce que vous oui? Non, on n'a pas de difficulté à lever. Nous, on est sur le croisement fintech et impact, donc on est assez sollicité. Donc je pense que ce n'est pas un problème de financement, je pense que c'est un problème de régulation. Oui, c'est vraiment un problème de régulation parce que sur le financement, il ne faut pas oublier que en fait, l'épargne, c'est un peu comme l'audit, l'expert comptable, etc. Qui sont des métiers légaux, donc qui sont tout obligatoires. L'épargne, c'est un passage obligatoire. Enfin, on ne va pas laisser ses billets de banque sous son lit, quoi. Donc une boîte qui fait de l'épargne en ligne un peu bien faite, normalement, il y a quand même des espoirs qu'elle ne marche pas trop mal. Donc, aller chercher de l'argent pour lever des fonds là-dedans, si évidemment vous démontrez que vous avez un modèle qui est bon, évidemment, il n'y a pas de difficulté particulière. Il y a la BPIO aussi, il y a énormément de... Jonathan, vous, ça n'a pas été compliqué pour toi, parce qu'en plus, dans la crypto... Après, je vais essayer de répondre à ta première question, qui était, en fait, depuis tout à l'heure, je suis en train de réfléchir s'il y a justement un modèle en fait, dans le monde sur lequel on aurait pu éventuellement s'inspirer ou prendre en référence. Et en fait, il n'y en a pas. Tu vois, j'ai l'impression qu'il n'y en a pas. En tout cas, dans l'épargne, parce que tu citais Betterment, Wealthfront et compagnie, c'est des boîtes que je connais très très bien. Et je sais qu'à un certain moment, on parlait d'IPO, etc. Et en fait, ce sont des boîtes qui malheureusement soit se sont fait racheter. Évidemment, je suis mal placé pour dire ça parce que c'est exactement ce que j'ai fait. Qui finalement en fait n'arrive pas à garder son indépendance à un certain seuil. Évidemment, je pense à Nutmeg aussi au UK. Où finalement, c'est vrai que c'est assez compliqué. J'ai du mal même à répondre à cette question de manière assez tranchée. Parce qu'effectivement, je ne pense pas qu'il y ait de problème de financement. Alors, après, on pourra revenir au domaine crypto, mais
De manière générale, le financement des boîtes de l'épargne digitale, je ne pense pas qu'elles aient eu trop de difficultés à trouver de l'argent. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, on se dit, en fait, on n'arrive pas vraiment à passer à l'échelle de manière très, très importante. Et même ces fameuses boîtes qui étaient en fait nos benchmarks au tout début, dans les années 2010-2012, en fait, elles n'ont pas non plus explosé, quoi. Et c'est vrai que j'ai du mal à l'expliquer. Donc non, je n'ai pas de modèle. Et deuxième question, c'était par rapport, est-ce qu'on a eu du mal à lever ? Donc moi, en fait, connaissant évidemment le secteur depuis plusieurs années, j'ai évidemment fait le tour de tous les VC parisiens, même si secrètement, en fait, c'était juste pour tester leur appétence, parce que moi, en fait, je voulais privilégier l'investissement des business angels, qui sont beaucoup plus bienveillants, je pense, dans leur stratégie d'investissement que les VC. Mais effectivement, dans le tour que j'ai fait à Paris, globalement, les gens ne sont pas éduqués. Enfin, on en revient sur le problème d'éducation. Et c'est encore pour ça que je refais de la pub, désolé, mais Surfing Bitcoin, c'est une conférence à Biarritz tous les ans, fin août, qui va permettre d'éduquer, que ce soit VC, gestionnaire de patrimoine, ma grand-mère, votre petite sœur. Ça s'adresse vraiment à tout le monde. Et on a besoin d'éducation, même sur ce sujet-là, qui va prendre de plus en plus d'ampleur dans les prochaines années. Et c'est quoi un peu là, par contre, si on voit un peu plus loin, c'est quoi vos sujets là, prioritaires? C'est quoi les tendances que vous voyez sur quoi vous travaillez actuellement? Margot, ouais. Ouais, alors les tendances actuelles, c'est plutôt les communautés qui se créent. Soit à l'intérieur d'un site, mais ça, on se voit plutôt ça au UK ou avec Robinhood, etc., eToro, des forums où énormément de gens échangent et copient leur stratégie d'investissement. Donc les communautés in-site et hors-site. Et en tout cas, les sujets sur lesquels nous, on est, c'est tout le SAV, entre guillemets, client. C'est bien beau de faire du marketing, d'onboarder, donner des conseils, mais après, le client, il est là pour 5, 8, 10 ans. Et il faut savoir à la fois le conseiller, donner du contenu, d'autant plus quand on est en mass market, où on adresse à la fois les débutants qui viennent chez nous pour grandir aussi avec nous. Donc donner du contenu, encore une fois, simplifier le langage, parler leur langage, être très pédagogue. Et aussi donner plus de contenu aux experts. Je pense ce soir, on fait un webinaire avec un gérant de la société de gestion Rothschild. Donc c'est être aussi intermédiaire entre les sociétés de gestion dites un peu premium, etc., et nos utilisateurs, et pouvoir communiquer. Donc voilà, nos sujets du moment. Communauté aussi, peut-être de ton côté, toi, avec Goodvest? Oui, on a une communauté d'ambassadeurs. En fait, c'est comme ça qu'on se fait connaître au début. Avant de lancer, on avait atteint 3000 préinscriptions. C'est vraiment la communauté, les réseaux sociaux. On a un groupe d'ambassadeurs, WhatsApp, etc., où ces ambassadeurs nous font de la pub, nous relayent. Et c'est assez important. Nous, l'autre enjeu, on en parle depuis le début, c'est l'acquisition. Et donc là-dessus, heureusement, je pense que la situation a pas mal évolué depuis avant le Covid. Le Covid a été un vrai accélérateur, je pense, sur l'épargne en ligne. Les collectes sur l'assurance vie en ligne sont bonnes pour la première fois en 2020. Et donc, voilà, on continue à travailler sur l'acquisition. Albert? Alors nous, on a un angle très finance comportementale. Je vous parlais du GBI tout à l'heure, donc de la gestion par projet. Et surtout, on accentue sur le fait que l'épargnant ne sait pas ce qu'il doit faire. C'est-à-dire que quand j'ai quelqu'un qui me dit ouais, mais attendez, moi je suis sur 3 ans, mais je veux être à 100% action, je lui dis non, vous ne devez pas être à 100% action. Ah bon, pourquoi? Parce que moi je suis le médecin et vous êtes le patient. Et en fait, l'être humain, ça c'est des prix Nobel d'économie, Taylor, Kahneman et autres, qui ont très bien démontré, ici c'est quand même des prix Nobel, c'est pas des... Ils ont très bien démontré que le cerveau a 2 systèmes, le système 1 et le système 2. Et l'être humain utilise toujours le système flemmard. Okay, l'être humain, c'est un flemmard. Donc, il a envie de se faciliter la tâche, et il n'a pas envie de trop pousser la réflexion. Donc, il faut lui donner une approche simple. Pourquoi tu veux investir? Sur quel horizon? C'est ça. Et ensuite, on s'occupe du reste. Donc, on a créé un podcast sur la finance comportementale. On a créé une newsletter qui s'appelle Système 2, le podcast aussi. Et on veut vraiment que les gens comprennent bien ça et juste donnent les raisons rationnelles pour lesquelles ils investissent. Parce que quelqu'un qui me dit « je veux investir pour gagner de l'argent », j'ai envie de dire « ok, vous êtes le millième à me dire ça, quoi. »
Mais pour quelle raison, quoi? Qu'est-ce que vous voulez faire à la fin? Donc nous, on travaille beaucoup sur tout ce qui est sciences comportementales. Et puis l'ISR, là, on va beaucoup améliorer. Donc on était les premiers il y a 2 ans à faire des allocs ETF 100% ISR. Là, on est en train de renouveler tout ça, tout aligner sur la COP21, sur les Greenfin, etc. Donc là, c'est nos deux choses principales aujourd'hui. Et toi, Jonathan? Attendez, et Ouais. la transférabilité aussi. Ça, Ouais, c'est je pense très que c'est un peu le important. mot. Non, mais il faut vraiment que le gouvernement entende bien ça, parce que sinon, ça ne peut pas passer, quoi. Voilà. Et Alors, ouais, Jonathan, Ouais, j'imagine. alors nous, on est vraiment une boîte tech. C'est-à-dire qu'il y a le fintech, mais nous, on est vraiment très tech. Ça, c'est important de le préciser. Je vais dire pourquoi. Donc, comme je disais, Bitcoin, c'est effectivement une réserve de valeur. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, dans les pays occidentaux, on consomme le Bitcoin. Mais nous, on est convaincus que Bitcoin, encore une fois, c'est un système monétaire, un système de paiement. Donc, en fait, nous, on va investir massivement en R&D sur le Lightning Network. Donc, je sais que ça paraît un mot barbare, mais en fait, le Lightning Network, c'est ce qui a permis au Salvador, donc je ne sais pas si vous connaissez ce pays d'Amérique centrale, qui est le premier pays au monde à avoir déclaré Bitcoin comme monnaie légale. Et c'est grâce au Lightning Network que près de... donc juste le Salvador, c'est à peu près 6 millions d'habitants, je crois. Et là, en l'espace d'un mois, parce que donc, cette loi est passée le 7 septembre 2021, et en l'espace d'un mois, on a plus de 3 millions de Salvadoriens qui ont téléchargé un wallet Lightning pour payer son Domac, son Starbucks, sa Pizza Hut, parce qu'évidemment, là-bas, vu que c'est une monnaie légale, toutes les multinationales sont obligées d'accepter ce moyen de paiement. Et bref, tout ça pour répondre à ta question, sur quoi on bosse? On bosse sur le Lightning Network, parce que nous, on pense que c'est game changer pour les prochaines années, même si aujourd'hui, le cas d'usage en tant que moyen de paiement n'est pas forcément évident aujourd'hui. Nous, on va se positionner en tant que leader européen du Bitcoin pour être la première néobanque 100% Bitcoin en Europe d'ici 2-3 ans. C'est noté. Bah, écoutez, merci beaucoup à vous quatre. Super intéressant. Merci, Charlie. Merci. Et à bientôt. Merci.